suis ravi de t'avoir à la boutique, Alexandre, que tu sois venu et pour nous en parler. En plus, je sais que ce soir encore, tu as un débat et tout ça, donc bon, on va faire ça voilà, en toute intimité. Alors, juste pour signaler que dans ce DVD, donc qui est en vente, il y a ce petit livret, un petit vadémécum, un peu petit abécédaire, plus qu'un abécédaire, où il y a des mots assez clés, où on comprend. Voilà, ça nous donne quelques clés en fait pour cette pédagogie-là. Toi, si tu dois, alors je sais que tu viens pas tu n'es pas enseignant. Tu m'as dit que tu étais ingénieur. On comprend avec le film que tu t'es intéressé à cette pédagogie par le biais de tes enfants aussi. Et on montrera d'ailleurs le début du film, l'ouverture que je trouve assez belle, voilà, et où on voit toi filmant ta fille et puis te posant ces questions-là que pose la pédagogie Montessori, pas en quelques mots, mais dis-nous ce qui t'a, voilà, les premières choses qui t'ont aussi marqué quoi dans cette pédagogie, ou qu'est-ce qui t'a, voilà, ce rapport de l'adulte à l'enfant, cette façon d'appréhender ce moment assez rare quoi, qui est voilà, la mise au monde d'un enfant et comment il se développe ce petit être. Oui, moi, ce que j'ai découvert, voilà, je suis devenu papa et puis j'ai effectivement été fasciné par ma fille, complètement fasciné et alors parce que peut-être, voilà, je fais de la photo. Des films, j'ai une tendance à observer beaucoup plus que agir, laisser libre, voilà, les enfants. Et donc j'ai laissé beaucoup faire. Et c'est vrai que je me suis totalement émerveillé. Je l'ai beaucoup filmé sans même connaître Montessori, quoi. C'est vrai que j'étais totalement fasciné par ma fille. Et donc un jour, voilà, j'ai découvert Montessori et ce qui m'a beaucoup troublé, c'était le respect de l'enfant. En fait, elle disait que, en fait, ça a l'air d'être tout bête, mais en fait, elle parle du respect de la personnalité de l'enfant. Pour elle, son grand projet, c'est de faire c'est de respecter la personnalité et le développement de l'enfant. Et protéger la personnalité de l'enfant, moi, c'est pas du tout l'idée que j'avais de ce que c'était que l'éducation, l'école. Au contraire, j'ai l'impression même qu'on annule quelque part la personnalité de l'enfant. Et donc, vraiment cette notion de personnalité, c'est quelque chose qui m'a beaucoup troublé, parce que voilà, ça correspondait pas à l'image que j'avais de l'éducation. Et donc j'ai voulu en savoir plus en fait. C'est pour ça qu'après j'ai commencé à vouloir observer des écoles, rencontrer des éducateurs et puis je me suis dit que ce serait bien de faire un film parce que parce que je trouvais que ce que j'avais pu voir dans certaines écoles était magnifique. Mais voilà, c'est en tout cas ce qui m'a beaucoup troublé, c'est cette notion de respect de la personnalité de l'enfant, de protéger la personnalité de l'enfant et la développer. Donc la protéger même encore, mais la développer. C'est-à-dire qu'un enfant qui est timide, voilà, on va pas chercher à le rendre pas timide. Il est timide, on va le laisser tel qu'il est, on va protéger cette spécificité. Voilà, on va la protéger et puis voilà, peut-être qu'un jour il sera moins timide, mais est-ce que c'est grave d'être timide? Non, enfin on va pas juger, il n'y a aucun jugement. Et tout ça, ça me semblait extraordinaire, quoi. Mais c'est une pédagogie qui part beaucoup de l'observation et c'est peut-être intéressant de savoir qui était Maria Montessori, une psychiatre italienne, fin du 19e, qui a une formation d'anthropologue aussi, qui a beaucoup voyagé par les vents de l'histoire, parce qu'elle est contemporaine de tous les mouvements du fascisme, de la montée du fascisme en Italie. Elle a dû aller en Espagne, après en Hollande, après elle s'est retrouvée fin de sa vie en Inde. C'est quand même tout un parcours international qui l'a amené à beaucoup observer d'autres façons d'enseigner. Peut-être si tu peux nous dire quelques mots sur elle, sur son parcours, sur... tu as dit peut-être le principal. C'est vrai qu'elle était... en fait, elle a fait des études même de physique au départ, et puis bon, ça la satisfaisait pas. Elle a effectivement fait un doctorat en psychiatrie,
Donc c'était très difficile pour elle d'intégrer l'école de médecine. Parce que, première femme, oui, c'est une des premières femmes. Une des premières femmes en Italie à avoir effectivement été médecin. Et ça a été vraiment très très difficile pour qu'elle intègre la fac. Et donc une fois même, je crois qu'avant même qu'elle ait son diplôme de docteur, elle a travaillé avec des enfants déficients. Et en fait, elle a été très surprise de voir que les enfants déficients, ils étaient, on ne s'intéressait pas du tout à leur éducation. En fait, on essayait de les soigner, voilà. Je ne sais pas trop de quelle manière, mais en tout cas, on essayait de les soigner, mais elle s'est rendue compte que les enfants, ils avaient soif d'éducation. Et c'est là qu'elle a fait tout son travail de recherche, notamment elle est venue en France, à Paris, où elle a étudié Itard et Seguin, et qui avait travaillé sur notamment l'enfant sauvage, donc, dont François Tuffaut a fait un film. Et elle a travaillé sur ces gens qui avaient une ambition éducative avec des enfants déficients. Et c'est comme ça que elle a vu, d'ailleurs elle a eu des résultats exceptionnels. Il y avait des enfants même qui étaient donc soi-disant déficients, qui avaient des meilleurs résultats que des enfants non déficients. Parce qu'il y a eu des concours d'entrée, je sais plus, c'était, je me souviens plus très bien, mais il y a eu des concours qui ont permis de montrer qu'effectivement ces enfants-là pouvaient avoir de meilleurs résultats que des enfants non déficients. Et alors, son projet, c'était de se dire, si ça marche avec des enfants déficients, est-ce que ça peut marcher avec des enfants normaux et qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et donc, un jour, en 1907, effectivement, elle a pu ouvrir une école dans un quartier très défavorisé de Rome, avec des enfants qui traînaient dans la rue en permanence, et l'ambition, c'était effectivement de leur trouver un lieu d'accueil. Et elle a commencé son projet. Et ce qu'elle a fait, c'est ce qu'elle dit toujours dans ses livres, c'est qu'elle a observé l'enfant, quoi. Elle a mis ces enfants-là, elle avait donc du matériel, mais qu'elle rangeait dans des placards. Et en fait, elle a fait tout un tas d'expériences, des choses qui sont arrivées comme ça, spontanément. Elle a observé en fait les activités libres des enfants, ce qu'ils arrivaient à faire même sans la maîtresse, en totale liberté. Et elle s'est rendue compte que les enfants, ils étaient par exemple capables de prendre du matériel, de faire une activité par eux-mêmes, et donc que ça ne servait à rien d'enfermer le matériel dans des placards qu'il fallait laisser en libre disposition. Donc elle a découvert ce phénomène qui était essentiel à ses yeux, c'est de la concentration. C'est pas de concentration spontanée, c'est-à-dire entre 3 et 4 ans, je crois, oui. Il y a cette période du développement de l'enfant qui a sa capacité à se concentrer, plus qu'un adulte, à avoir une faculté de concentration assez énorme. Et donc, le but de sa pédagogie, c'était de ne pas entraver. Tout à fait. Je te laisse poursuivre. Oui, de ne pas entraver la concentration. C'est-à-dire qu'en fait, au début du XXe siècle, il y a des chercheurs qui disaient que si un projet pédagogique arrivait à obtenir de l'enfant une capacité de concentration, l'éducation le problème éducatif serait résolu. Et en fait, elle y est arrivée. Et spontanément, elle s'est rendue compte que les enfants avaient une capacité de concentration et que cette concentration pouvait se développer, en laissant l'enfant libre et donc sans l'entraver, en fait. Et en fait, un des gros soucis quand on a des enfants, et notamment, moi, c'est ce que je faisais même avec mes bébés, c'est que, c'est l'heure de manger, on le prend, et puis on va l'amener à table, on va lui donner à manger, etc. Alors qu'il est peut-être en train de faire quelque chose qui est très important pour lui. C'est-à-dire qu'on ne considère pas son activité. On le prend un peu comme un objet, finalement. Et ça, c'est un truc qu'elle a, bien sûr, elle nous met vraiment en garde par rapport à ça. Respectons l'activité spontanée de l'enfant, quoi. Et c'est ce qui permet à l'enfant de se construire sur tout un tas d'aspects, quoi. Parce qu'il y a sa concentration, mais aussi son ordre intérieur. L'enfant qui est en train d'élaborer effectivement un jeu, quelque chose, on ne sait pas forcément, ça fait partie du secret de l'enfant, comme elle dit. On ne sait pas exactement ce que l'enfant construit, mais c'est important de respecter cette activité spontanée, parce que
ça va de la construction de l'enfant, de la construction sereine. En fait, elle disait finalement que les enfants, son projet, c'était faire en sorte que les enfants soient et des personnalités fortes et équilibrées. Et voilà. Et c'est vrai que nous, en tant qu'adultes, est-ce qu'on aime être dérangé quand on fait une activité, on est en train de concentrer, on est en train d'écrire, de faire quelque chose, on n'aime pas être dérangé. Il faut faire la même chose avec l'enfant. Et si on est tout le temps dérangé, comment on peut arriver à faire quelque chose, émerger quelque chose? Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Il y a des gens qui ils ont un peu plus de facilité à être... On les dérange, ils arrivent à reprendre leur travail. En tout cas, moi, c'est très, très difficile, ça. Et donc, chez l'enfant, souvent, on ne respecte pas ces élans de construction, de concentration, voilà. Il y a des conséquences, donc pas de sanctions, de mise en concurrence. Il y a des choses que pédagogiquement dans une classe qui sont très concrètes aussi par rapport à l'idée qu'on se fait d'une salle de classe. Je sais pas, quand on a été dans l'école publique comme moi. Oui, oui, c'est-à-dire que là, chez Montessori, effectivement, il n'y a pas de jugement. Voilà. Voilà, il n'y a pas de jugement. L'enfant, il se trompe, il réussit. C'est pas grave. L'important, c'est toujours cet élan intérieur. Et donc, c'est très compliqué quand on vient du public de quitter justement sa posture comme ça, d'autorité, et de laisser l'enfant se tromper. Et aujourd'hui, Stanislas Dehaene, là, qui vient de publier un bouquin, il le dit tout le temps. C'est super important, donc lui qui est chercheur en neurosciences, qui a travaillé sur les principes comme ça de l'apprentissage. Et en fait, il montre très bien que l'erreur, c'est constitutif de l'éducation, de l'apprentissage. C'est indispensable. On ne peut pas apprendre sans se tromper. C'est pas possible. On a besoin de faire des essais-erreurs. Et il montre aussi qu'évidemment, c'est l'expérience qui compte aussi. Et donc, en fait, l'enfant, chez Montessori, il fait des expériences. Toute la maternelle 3-6 ans, ce sont des expériences. C'est pas un apprentissage comme ça, abstrait par des mots. C'est un apprentissage fait avec des expériences. Il y a aussi quelque chose que j'avais relevé que je trouve intéressant, c'est que depuis le début de l'homme, quand il pense, agit avec ses mains. C'est-à-dire qu'on réfléchit, mais on réfléchit. Alors il y a ce rapport au faire, quoi, au manuel. C'est quelque chose de très concret. Ça, c'est assez fort. Peut-être. Et c'est assez beau de voir les enfants comme ça se dire que la pensée intellectuelle ne va pas sans le corps, quoi. Oui. C'est effectivement. Alors, je ne sais pas si c'est une découverte de Montessori. Comme ça, mais qu'effectivement que l'enfant doit toujours agir avec ses mains. C'est quelque chose de... Enfin, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dès qu'on observe l'enfant, elle s'est rendue compte de ça. Elle parlait que l'enfant, c'est un touche-à-tout. Voilà. Et souvent, nous, ça sonne péjorativement, ça. Mais pour elle, au contraire, c'est fabuleux. L'enfant, il a un besoin de manipuler, de toucher. Donc, pour l'éduquer quelque part, parce que ça agit comme d'un projet éducatif, autant lui donner un environnement, des choses qui ont un sens, quoi, voilà, qui puissent toucher des choses librement, du sable, mais il peut aussi avoir à manipuler des choses qui ont un sens. Et donc tout son matériel pédagogique est un matériel manipulable. Voilà. Chaque fois, on manipule. Et on va même convoquer souvent même plusieurs sens. Pas seulement le toucher, mais aussi la vue, l'ouïe, etc. Alors, à quoi sert un éducateur ou un institut là-dedans dans l'affaire? Alors, comment se positionne l'adulte là-dedans, alors, dans cet univers-là? Eh bien, normalement, c'est effectivement son idéal. Qu'est-ce que c'est un enseignant Montessori, quoi? C'est un enseignant, voilà. Elle parle quelque part d'enseignant-chercheur, c'est-à-dire que c'est un éducateur, une personne qui va observer l'enfant, connaître l'enfant, donc découvrir sa personnalité, la respecter, le laisser avec son rythme. Dans le film, on voit effectivement une petite fille qui, en début d'année, n'arrive pas à intégrer la classe et on la laisse des semaines en fait sur un fauteuil devant la fenêtre et on va pas la forcer parce que c'est son tempérament, c'est son besoin en tout cas de pas être tout de suite dans la classe et de travailler. Donc c'est observer,
respecter la personnalité de l'enfant, et puis découvrir ce dont il a besoin, ce qui est très compliqué, quoi. Et après, voilà, savoir quand il faut intervenir. Parce que des enfants sont... enfin, Mme Montessori, elle parle du principe que l'enfant, il a envie naturellement de se construire. Donc, se construire, donc il va... Chez Montessori, voilà, il va prendre du matériel, il va développer des choses, ou même socialiser. Il va parler avec d'autres enfants, etc. Et tout ça, c'est voilà, c'est quelque part la théorie, c'est de voilà, l'enfant, il cherche, il faut être convaincu chez Montessori que l'activité de l'enfant, elle est constructive. Et donc, on va pas voilà, intervenir utilement, et quand on intervient, on va essayer de présenter du matériel, c'est ce qu'on appelle les leçons, on va essayer de présenter quelque chose qui répond à son besoin de construction, et donc ce qu'on voit dans le film, c'est comment on présente du matériel, et donc on donne une leçon, souvent donc c'est avec très peu de mots, et on lui montre voilà, l'usage du matériel, ce qui est quand même assez curieux, quoi. On lui montre finalement... on ne va pas lui montrer, parce qu'on fait par exemple des maths, on lui montre le concept d'addition, mais on ne va même pas lui dire que c'est l'addition. On lui montre l'usage voilà, des perles, et on lui montre ce concept d'addition sans que ce soit plus explicité que ça. On dit que ça s'appelle une addition. Mettre ensemble des perles, c'est faire une addition. C'est tout. Mais en fait, l'enfant, ce qu'il va comprendre, ce sont les gestes et cette manipulation qu'il y a de mettre ensemble. Voilà. Et donc, ces présentations Montessori, ces leçons, voilà, dans un vocabulaire plus classique, sont très étranges. C'est... dans le film aussi, on le voit, il donne une leçon de musique, c'est très étrange, quoi. C'est un grand silence, on écoute. Voilà. L'éducateur est observateur, mais on fait en sorte aussi que l'enfant devienne aussi un peu observateur, soit à l'écoute de ses sens, de ses capacités, voilà, sensorielles. Ce qui est très étonnant, c'est de voir cette classe je ne me rappelle plus la tranche d'âge, c'est 3-6, 2 ans et demi, 6 ans. Et un environnement totalement studieux, quoi. C'est-à-dire chacun est vraiment sur son affaire, et c'est étonnant parce que on a plus l'habitude ou l'image, l'idée reçue que bon, c'est un peu plus agité, qu'il y a du bruit, il faut dire chut, voilà. Et à un moment où l'enseignant intervient et dit, bah écoutez. Là, il faudrait faire moins de bruit pour que tout le monde puisse travailler. Je trouve que c'est assez beau, la façon dont c'est présenté. Et c'est pas une sanction. Il s'adresse à des petits êtres qui sont totalement capables d'intégrer le fait que c'est plus agréable de travailler en silence et qu'on se dérange moins les uns les autres que voilà. Je trouve que c'est assez juste, quoi. Oui, puis il y a des enfants qui comprennent eux-mêmes que, en fait, qui comprennent eux-mêmes qu'effectivement qu'il y a trop de bruit dans la classe et qui vont des fois demander aux autres enfants justement de faire moins de bruit, quoi. Voilà, on voit beaucoup plus ça dans les tranches d'âge supérieures, mais en 3-6 on peut le voir aussi, voilà, des enfants qui vont peut-être prendre une clochette, dire écoutez, faites un peu moins de bruit, ça me dérange. Et effectivement, Christian, il est assez exceptionnel parce que j'ai passé près de 3 ans dans sa classe et jamais je l'ai vu hausser la voix. Pourtant, des fois, il y a eu des moments un peu critiques. Jamais je l'ai vu hausser la voix. Jamais je l'ai vu parler de façon négative, par exemple. Une chaise n'est pas rangée. Il ne va pas dire à l'enfant, mais range ta chaise. Enfin, ça fait combien de fois que je te le dis ? Ouais. Jamais, mais jamais je l'ai entendu dire des choses comme ça. Et il va dire, Antoine, regarde derrière toi. Ça, voilà. Ça, c'est le plus indirect possible. Ou sinon, Antoine, tu peux me montrer comment on range une chaise ? Tout le temps, comme ça, il parle. C'est incroyable. Il y a des super bonus entretiens qui sont très fournis sur Montessori, sur le fameux Christian, oui, qui être éducateur et puis être parent aussi. Non, il y a... Si vous avez des questions, là, je vais circuler le micro, que je ne suis pas le seul. N'hésitez pas. Si vous avez vu le film, tout le monde a vu le film. Vous avez vu le film ou pas ? Non. Peut-être tu peux montrer les 4 premières minutes, non ? Alors, je vais montrer. Alors,
Tu as une question avant ça? Oui. Jeanne, une question. Bon, on prépare l'extrait. On prépare l'extrait. Donc l'extrait commence sans trop le dévoiler, mais sur des images que tu as prises, donc toi filmant ta fille, voilà. Et sans connaître Montessori du tout, quoi. Et sans connaître Montessori, voilà, c'est ça. Voilà. Et voyons l'extrait, puis après on en reparle. Ou presque. Elle part à la conquête du monde. Elle explore à son rythme, avec ses propres objectifs. Je découvre qu'elle semble prendre très au sérieux toutes ses activités. Elle déploie d'infatigables efforts pour relever de mystérieux défis. Plus son projet est difficile et ambitieux, plus elle est motivée. Mais c'est l'expérience de trop. Ma famille hurle en voyant cette scène et me traite de fou. Descendre, est-ce sa volonté? Cette scène m'a profondément troublé. Le danger pour l'enfant est-il de le laisser faire les choses par lui-même ou bien de penser à sa place? Je découvre que ces questions simples sont au cœur d'une œuvre pédagogique révolutionnaire, celle de Maria Montessori. Tout commence en 1907 dans un quartier défavorisé de Rome, lorsqu'elle ouvre une maison des enfants qui accueille une cinquantaine de filles et garçons âgés de 3 à 6 ans. Avec son regard de médecin psychiatre et d'anthropologue, elle va observer continuellement les enfants dans leurs activités spontanées. Bouleversée par ce qu'elle découvre, elle va élaborer un projet éducatif et œuvrer sans relâche à l'approfondir et à le faire connaître. Un siècle après ses premiers travaux, sa vision de l'éducation inspire plus que jamais et des écoles se réclamant de sa philosophie ouvrent chaque jour aux 4 coins du monde. Quelles sont ces découvertes qui l'ont bouleversée? Quel regard porte-t-elle sur l'enfant? Quel message nous adresse-t-elle à nous, parents, éducateurs? Je passe une première année à visiter de nombreuses écoles Montessori en France. Ma fille commence à scolariser dans l'école publique de mon village en Lorraine et je m'installe avec ma caméra à Roubaix dans la classe maternelle de Christian Maréchal. Une classe que j'ai choisie pour sa fidélité aux travaux de la grande pédagogue. Tu veux quelle couleur rouge? Celle-ci. Voilà, c'est un autre carré rouge. Ça, c'est les petits rouges. Les petits pouces. Les petits bourgeons.
Ma première impression est celle d'une activité continuelle, d'une grande liberté de mouvement, mais aussi de calme dans la classe. Mes observations sont portées par le souffle humaniste et la voix de Maria Montessori. La façon d'agir de l'enfant est pour nous une source continuelle de révélation. Nous nous trouvons devant un être qu'il ne faut plus considérer comme un être sans force. Sa dignité surgira à nos yeux au fur et à mesure que nous le considérerons comme le constructeur de sa propre intelligence. Comme l'être qui, guidé par un maître intérieur, travaille infatigablement dans la joie à la construction de cette merveille qu'est l'homme. Moi, je trouve que toi, tu aurais fait. Non, il y a plusieurs choses déjà, je trouve, dans ce début, dans cette ouverture de film. Déjà les images prises de ta fille, et puis cette scène qui fait pas hurler, mais qui fait aussi, qui interroge tout adulte, tout parent, ce moment où elle monte sur l'escabeau, et voilà, qu'est-ce qu'il en est de l'intervention de l'adulte dans l'enfant, dans sa recherche, dans ses expérimentations, dans ses expériences, ou des choses qui pourraient susceptiblement le mettre en danger, et je suis pas étonné que que cette scène ait fait réagir aussi. Après la scène de la balançoire également et tout ça. Donc peut-être parle-nous de. C'est-à-dire que moi j'étais peut-être un peu inconscient, je sais pas. Je laissais faire beaucoup, ma fille. Je la laissais grimper. J'ai vu qu'elle savait grimper à un escabeau, elle voulait manipuler des choses. Je la laissais faire. Elle prenait effectivement. Elle pouvait vider des tiroirs de la cuisine pour jouer, et je la laissais jouer avec ce dont elle avait envie. Après, si elle allait prendre un couteau, je n'allais pas lui donner ça, mais j'étais toujours dans l'observation, et puis de la laisser faire, très curieusement. En fait, c'est-à-dire que moi, avant même d'avoir des enfants, j'ai toujours eu quand même un grand intérêt pour l'autonomie. Vraiment, pour moi, c'est super important que les enfants soient autonomes et soient même indépendants aussi de moi. Je voulais pas, j'aime pas l'amour dépendant. J'aime pas associer amour et dépendance, en fait. Voilà. Et donc, je voyais sans doute, en fait, des élans d'autonomie chez l'enfant, et je respectais ça. Et alors, sans doute, étais-je inconscient, je ne sais pas, mais je la laissais faire. J'ai monté, j'ai vu, il y avait des scènes vraiment plus terribles que ça, que j'ai pas mises parce que ça n'allait pas finalement dans le film. Mais je laissais faire beaucoup, donc quelque part elle prenait des risques. Et en fait, je lui ai toujours dit, un peu plus tard, quand on était capable de comprendre, je dis mais quand on était par exemple dans des petites structures de jeu comme ça, elle avait peur de se lancer. Je dis mais tu vois, qu'est-ce que tu ressens là? J'essayais de lui faire comprendre qu'elle avait peur, ce que c'est que cette notion de peur, et je lui disais, regarde, toi, je suis là, il va rien t'arriver. Est-ce que tu arriveras à la surmonter, cette peur, ou non? Voilà. Et des fois, elle y arrivait, des fois, elle n'y arrivait pas, mais en fait, elle a, je pense, conscience, vraiment aujourd'hui, de cette notion de peur et de danger, quoi. Voilà. Et j'espère qu'elle sait s'arrêter, plus ou moins, là où elle est vraiment en insécurité, ou s'il y a quelqu'un qui ne peut pas l'aider. Et alors, c'est pas fréquent, évidemment, quoi, mais effectivement, il y a des fois où notamment dans ces parcs de jeux, là, avec des toboggans, des petites, des espèces de glissières, là, où on peut se jeter à 2 mètres au-dessus du sol avec cette barre en fer où on peut se tenir et on descend tout doucement, ou avec une corde. Enfin, tout ça, ça pouvait l'inquiéter. Et puis, même encore aujourd'hui, selon les structures de jeu, elle peut avoir une petite inquiétude, quoi. Voilà. Mais
je pense qu'elle comprend ça. Donc moi, c'est vraiment cette autonomie. Je voulais il me semblait naturel quand même ne pas rompre cette envie d'autonomie chez l'enfant, quoi. Voilà. Et puis, ce qu'on voit dans tes images et qu'on voit aussi dans les premières images de classe, c'est comment l'enfant se dédie à une tâche aussi. Oui. C'est-à-dire qu'il commence quelque chose, et on le voit chez ta fille, quand elle traîne, il y a toute une histoire qu'elle raconte, là. Elle traîne le balai, elle veut faire... Et c'est vrai que quand on se met à hauteur d'enfant, ou parfois adulte, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? On perçoit ça comme étant plutôt du désordre, ou de quelque chose d'un peu stérile, alors que non, c'est vraiment très important. La façon au niveau de la motricité, au niveau de comment tout ça s'organise, et on le retrouve en classe, et l'espace de la classe, qui est en général un espace un peu plus carré, comme ça, limité, ordonné, quoi, ça devient une sorte de chantier, mais vivant, quoi, qui est très... c'est même pas joyeux, mais... on a l'impression de voir une petite fourmilière totalement atypique, comme ça, où chacun est à son petit ouvrage, et c'est assez beau, je trouve. De voir ces mouvements d'enfants, et on a fini sur ce jeune garçon là qui prend son verre d'eau, et puis qui s'apprête à à faire des transvasements étranges, mais c'est génial. On sent qu'il est concentré, qu'il est pas du tout, il est dans l'envie, quoi. Voilà, c'est ça. Et moi, ça m'a tellement bouleversé, en fait, quand j'ai commencé à filmer, que j'avais lu vraiment l'œuvre de Maria Montessori, j'avais rencontré plein de gens, fait plein d'observations, et ça m'a tellement bouleversé ce qui se passait dans la classe, comme ça, que j'ai décidé de faire la formation d'éducateur Montessori. Ah oui, voilà, pour cette formation internationale qui dure 1 an, ou alors qui peut se faire pendant les grandes vacances et les petites vacances. Et en fait, j'ai voulu faire ça parce que je me suis dit, est-ce que finalement c'est que le savoir-faire de Christian? Est-ce que moi je serais capable effectivement de provoquer de la joie, de l'émerveillement chez l'enfant, en lui montrant comment on transvase de l'eau? Donc est-ce que c'est vraiment est-ce que c'est l'effet maître, ou non? Est-ce que c'est vraiment la pédagogie Montessori en elle-même, quoi? Et puis je voulais vraiment comprendre en profondeur, manipuler moi aussi le matériel, etc. Et donc j'ai fait cette formation-là après avoir vu quelques scènes comme celle-ci et d'autres qui montrent que finalement l'enfant, ce dont il a besoin, c'est ça avant tout. Voilà. Parce que en fait, chez Montessori, il y a du matériel à disposition, et qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ça. C'est ça qui l'intéresse, c'est ça dont il a besoin, l'enfant. C'est pas qu'on lui explique, qu'on lui raconte peut-être une chanson, non, c'est parce que c'est lui qui choisit. C'est pas à nous de décider ce dont il a besoin. Il a besoin de ça. Et en fait, au bout d'un moment, il n'aura plus envie de ça. Et peut-être justement, il va avoir envie de langage, de choses comme ça. Donc, et de toute façon, il en a du langage autour de lui. Il a plein d'autres choses, et donc il va bien attraper. Moi, je me souviens quand j'ai fait donc des stages pratiques dans une classe Montessori, à un enfant, je lui présente, parce que c'est très compliqué de savoir qui est l'enfant, ce dont il a besoin, c'est presque une utopie. Mais donc on se risque, on fait des choses, ça marche pas. Et je me souviens, un petit enfant, je lui présente une activité. Bon, ça marche pas très bien. Mais je repère que ce qui l'intéresse, c'est lorsque j'énumère des mots, en fait. Je disais, tiens, je sais pas, prends l'éponge, l'assiette, ou je sais plus. Je lui donnais un peu de vocabulaire, comme ça. Et j'ai vu qu'il le répétait. Je me dis, mais en fait, ce dont il a besoin, c'est de vocabulaire. C'est des mots. J'ai eu cette sensation-là. Donc, un peu plus tard dans la journée, on a fait un petit tour de classe. Je dis, alors ça, tu te souviens comment ça s'appelle? Tiens, alors voilà. Et puis on travaillait du vocabulaire, et je voyais que ça le mettait en joie. Voilà. Donc c'est ça qui est fabuleux, c'est dans cet environnement qui est de Montessori. L'idée, c'est effectivement ça devrait répondre le plus complètement aux besoins des enfants, et ça quand même, ça donne de la joie. Et j'étais vraiment, moi, fasciné par ça, et que je vois, parce que ce besoin-là, moi je l'identifiais pas avant, en fait, de ces transvasements, cette motricité fine que l'enfant a besoin de développer. Et effectivement, dans l'école classique, je la voyais pas, en fait, ce truc-là. Et je sais que dans l'école classique, il y a ça aussi, voilà. Bien sûr. Mais après, c'est cette liberté, c'est-à-dire que l'enfant va choisir quand il veut, et s'il a envie de répéter toute la journée, de faire des transvasements, il va pouvoir le faire.
Mais il y a eu quand même, il y a une popularité de cette pédagogie parce qu'il y a eu des résultats, tout simplement. Oui. C'est pas juste une bien sûr. pédagogie, c'est-à-dire que ça marchait. C'est-à-dire qu'on avait eu l'impression de voir sortir de ces écoles des enfants qui savaient lire, écrire, Voilà. et qui étaient, voilà. C'est Ouais. pour ça que il y a eu un succès les politiques ont aussi essayé de s'approprier cette. Bien sûr, aux États-Unis, elle était à 2 doigts de faire en sorte que cette pédagogie-là s'installe comme pédagogie officielle, voilà, dans tous les États-Unis. Ça, il y a eu en fait des pressions d'une personne aux États-Unis qui a fait que finalement ça n'a pas pu se faire. Mais c'était quand même, elle était à 2 doigts que de mettre en place cette pédagogie dans tout le système américain, quoi. Et effectivement, en fait, en 1907, elle crée sa première expérience et 1 an après, il y a des gens du monde entier qui viennent voir son école parce qu'ils n'en croient pas leurs yeux. C'est-à-dire que, en fait, les enfants, effectivement, à 4 ans et demi, 5 ans, les enfants savaient lire. Mais elle s'est rendue compte que l'enfant, il avait une attirance pour les lettres. Et puis, par des hasards, des expériences, elle montre ses lettres rugueuses. Et puis, un enfant... et puis, des fois, elle écrit un mot au tableau. Je sais pas, peut-être c'était le jour. Parce qu'elle était dans un fonctionnement classique au départ. Sauf certaines choses, des postures très assumées, comme le mobilier à la taille de l'enfant, léger. Enfin, mais elle a fait plein de découvertes en lançant cette maison des enfants. Et donc, un jour, un enfant découvre, effectivement, lit. Et en fait, l'enfant a 5 ans, ou même plus jeune, je ne sais plus, mais l'enfant est très jeune, il sait lire. Je dis, mais enfin, les enfants peuvent lire à 5 ans. Eh bien, bon, alors, voyons comment faire pour reproduire ça, etc. Et puis effectivement, dans une école Montessori, les enfants ont cette possibilité de pouvoir lire, parce que s'ils sont attirés, comme c'est comme le cas en principe, un enfant autour de 4 ans et demi, 5 ans, il a envie, il est attiré par la lecture. Donc, eh ben, il peut le faire. On ne va pas lui interdire. Voilà. Et au contraire, on va, avec ce qu'elle a pu mettre en place, Montessori, de manière extrêmement intéressante, pertinente, en fait, cet apprentissage de la lecture chez Montessori est extraordinaire, parce que, en fait, on commence par donner du vocabulaire aux enfants. Bon, ils en ont plus ou moins selon les familles, etc. Mais on travaille un peu le vocabulaire, et puis on travaille les phonèmes, en fait. On va faire en sorte, on va faire des petits jeux, comme on peut voir dans le film là, sur la reconnaissance phonologique, c'est-à-dire qu'on va dire, bon alors, montre-moi un petit objet qui commence par A. Voilà, dont le nom commence par A, et puis qui finit par I. Voilà, donc souris. Voilà, bon. Donc l'enfant va comprendre très rapidement qu'un mot c'est composé de phonèmes, et un jour on va lui dire, tiens, et tu sais, Juliette, eh bien, tu sais les sons que tu entends là, viens avec moi, je vais te montrer, ils ont un dessin. Viens, on va le voir. Et puis on va lui montrer donc ces fameuses lettres rugueuses, et l'enfant va tout de suite associer donc un son et une lettre. Et au bout d'un certain nombre de lettres, parce que c'est pas un programme, voilà, on ne lui apprend pas toutes les lettres A, B, C, D, etc. Ça va être la lettre A, I, voilà, c'est une lettre de son prénom. Enfin, on va lui montrer le grand principe, voilà, de ces lettres-là. Et puis très vite, on va lui dire, tiens, on va faire quelque chose. Et si on écrivait un mot, et hop, on prend ce qu'on appelle un alphabet mobile. Donc on va prendre des lettres. Il sait qu'il y a je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait inventer? Vélo, par exemple. Tiens, on va écrire le mot vélo. Ça commence par quoi? Vélo. Hop, alors le vélo. Tu te souviens? Ah, ben voilà, donc on va prendre, l'enfant va retrouver la lettre V, il va écrire V, après vélo, V. Alors il va chercher l'eau, et puis il écrit, on lui fait pas lire en fait. Il écrit. Et puis à un bout d'un moment, eh bien, il sait lire. Alors, il y a une présentation de lecture, effectivement, comme on la voit aussi dans le film. Voilà, à un moment, on lui donne un petit papier, voilà. Et puis, est-ce que tu arriveras à le lire? Il ne sait pas trop ce que c'est dire. Alors, il lit il dit V et l'eau. Tu peux répéter V et l'eau. Plus vite. Vélo. Et puis, vélo. Ah, et puis, hop, il va l'associer avec un petit objet qui représente un vélo. C'est ça le principe. Et en fait, c'est vachement bien fait, quoi. Ça fonctionne parfaitement bien. Moi, mes filles, je leur ai appris à lire cette façon-là. C'est génial, quoi. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc, voilà. Oui.
Oui, merci. J'avais une question et une réflexion, parce qu'aujourd'hui, les neurosciences appuient en fait ce que Maria Montessori a découvert, appliqué, et ça, c'est assez fascinant de voir ce parallèle. Je ne rentrerai pas plus dans le débat. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on imagine qu'effectivement, ces enfants donneront des adultes bienveillants et épanouis, est-ce qu'on a des retours d'enfants, enfin d'adultes aujourd'hui, qui ont bénéficié de cet apprentissage, de cette pédagogie, et comment ils s'inscrivent dans la société aujourd'hui. Voilà, parce que je pense qu'on a assez de recul par rapport à ça. Oui, alors, mais par contre, il n'y a pas d'études que je sache qui ont été publiées là-dessus, parce que vous voyez, en fait, à Roubaix, où j'ai tourné le film, c'est quand même 650 enfants chaque année. Il y a 11 maternelles, je crois, une dizaine d'élémentaires. Et donc, depuis 1946, ça fait du monde. Donc, effectivement, à Roubaix, on voit pas des gens hurler dans la rue, s'accrocher au lampadaire. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait une population normale. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que finalement, on ne peut pas distinguer vraiment des montessoriens des autres. Alors après, ce qu'on dit souvent, c'est vrai que on peut pas, on peut, en discutant avec des enfants qui ont fait une bonne école Montessori, qui ont vécu ça normalement, eh bien, souvent, on constate qu'ils ont quand même pas mal confiance en eux et qui sont très autonomes, qui n'ont pas de difficultés sociales aussi à communiquer avec les autres. Le rapport avec le maître, là on voit, il est très simple, très sain en fait. Et donc ça c'est ce qu'on voit en fait chez les enfants montessoriens. Voilà. Après, c'est peut-être selon les pays. Par exemple, au Mexique, moi, ce qu'on m'a rapporté, c'est que ils sont souvent très délicats, en fait, dans leur manière d'aborder les choses. Parce que peut-être, parce qu'au Mexique, c'est très très développé Montessori. Et donc c'est donc depuis très longtemps, en fait. Et puis, apparemment, il y a tout ce qui concerne la vie pratique, justement, c'est verser, mais c'est aussi la vie pratique, c'est aussi servir le thé, prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la classe. Et en fait, cette notion de soin, de grâce et courtoisie aussi, tout ce qu'on appelle la grâce et courtoisie, c'est comment interrompre quelqu'un qui parle, si on a vraiment besoin de lui parler, comment y a toutes ces règles sociales, disons, qu'on présente dans l'environnement Montessori, eh bien, en tout cas apparemment c'est ce qu'on dit au Mexique, elles sont très très intégrées chez les enfants, et donc là on reconnaît assez facilement en fait, voilà, pour le montessorien, que parfois il pourra avoir bénéficié de ça. Alors évidemment il y en a plein qui sont comme ça, qui n'ont pas fait Montessori, mais alors après au niveau des apprentissages, c'est clair que là il y a des études qui ont montré qu'effectivement ils avaient souvent de meilleurs résultats lorsqu'on fait des contrôles comme ça, mais ce qui est, là il y a une étude qui va sortir en Suisse justement sur les bénéfices de cette pédagogie-là. C'est pour la chercheuse là, c'est vraiment la créativité, c'est-à-dire que les enfants ont vraiment n'ont pas d'inhibition. Voilà. On conserve, on voit bien dans le film, les enfants sont très libres de choisir leur activité, on les juge pas. Et en fait, il semblerait que ce soit très bénéfique justement pour développer, ou en tout cas peut-être plus que développer, conserver cette créativité, quoi. Voilà. Mais donc on peut parler évidemment il y a des gens qui ont fait, il y a Gabriel Garcia Marquez qui a fait Montessori, il y a des personnalités, mais bon, il y a des prix Nobel, et puis il y a des mecs qui ont fait Montessori, puis il y en a plein d'autres, beaucoup plus qui n'ont pas fait Montessori. Donc tout ça, ça veut rien dire. Mais la créativité est au centre et au cœur de l'enseignement. C'est un des objectifs aussi, c'est-à-dire de développer la spécificité de ce qu'est l'enfant, et comme tu le dis, il n'y a pas de jugement, et que cette créativité soit, c'est de faire quelqu'un d'autonome. Alors il y avait aussi cette,
faire un enfant autonome, c'est aussi un enfant qui est attentif aux autres et qui sait travailler en groupe et qui sait aider et qui sait, voilà, il y a vraiment, c'est une autonomie, mais en même temps, c'est recréer du lien, une solidarité, tout ça. Et ça, c'est présent aussi dans l'exécution l'exécution, dans la façon dont ils font les activités. Ça, je trouvais ça assez beau. Ouais. Ah oui, c'est vraiment... Parce qu'au début, on pourrait se dire, bon voilà, on crée un individu autonome pour lui, à l'écoute de ses besoins, ses désirs, et puis voilà, et l'autre n'existe pas, et pas du tout. Souvent, il y a encore ce reproche-là qui est fait à ça peut être un peu l'image qu'on... Mais en fait, il s'avère que c'est totalement faux. On le voit très dans le film. C'est-à-dire que naturellement, les enfants, ils vont prendre, quand ils sont petits, très vite, mais presque instinctivement, ils vont prendre du matériel sur des plateaux, ils vont jouer avec. Et quand ils commencent à grandir, vers 4 ans et demi, ces petits-enfants qu'on voit là, comme donc Géraud au début du film, qui fait les choses pour lui, eh bien, naturellement, il va avoir envie de les partager. Et c'est incroyable, parce que c'est pas Christian qui dit, en fait, en début d'année, vous savez, les grands, vous allez devoir apprendre aux autres, il faut faire attention, etc. Non, on le voit dans le film, il y a une petite séquence qui dit, voilà, attention, les enfants, vous, les grands, vous allez devoir montrer l'exemple, simplement. Voilà, vous devez faire attention de montrer l'exemple. Mais ça a très peu de prise, toutes les paroles, de toute façon. C'est toujours la posture qui compte, quoi. C'est la posture de l'éducateur qui est importante, et puis les enfants, ils copient cette posture-là. Et donc, la posture de l'éducateur, bienveillante, etc., Christian, voilà, il interpelle les enfants là-dessus, mais c'est surtout le fait que lui incarne bien la posture qu'il veut défendre. Mais donc voilà, il n'y a pas des injonctions. On ne dit pas à l'enfant, présente du matériel à d'autres enfants, etc. Il n'y a pas ça. C'est naturellement... les enfants, ils vont vouloir partager leurs connaissances, quoi. Et c'est fabuleux. Et donc, dans le public, où il y a moi j'ai la chance d'observer aussi des classes Montessori dans le public, eh bien, c'est fabuleux, notamment avec des enfants, des migrants, par exemple, qui ne connaissent pas un mot de français. Les plus grands, eh bien, ça peut les intéresser. C'est une découverte. Ce petit enfant, il ne dit pas un mot de français. Tiens, je vais lui montrer comment on verse de l'eau dans un verre, comment on manipule telle et telle chose. Et je vais lui apprendre des mots. Il prend les tablettes de couleurs, il va lui apprendre, il lui fait répéter, etc. Et en fait, c'est un soulagement pour l'éducatrice, la maîtresse, parce que, en fait, elle arrive à laisser les enfants... agir de plus en plus de manière autonome entre eux. Et quelque part, tu parlais tout à l'heure du rôle de l'éducateur. Chez Montessori, c'est quasiment de devenir absent. Christian, il raconte toujours une histoire assez incroyable. Mais d'ailleurs, dans ton film, je te le disais tout à l'heure, mais on voit apparaître l'éducateur de manière très tardive dans le film. C'est-à-dire on voit les enfants, elle tourne comment cette classe-là? Et à un moment, ça doit intervenir à 30 minutes, on le voit apparaître au fond, et puis faire une remarque, essayer de mettre des choses en place. Et on se dit, mais oui, il était là, en effet, et je trouve que c'est très fin, la façon dont il intervient en plus, c'est pas du tout de manière autoritaire, et c'est vrai qu'on l'avait oublié, on avait fini par l'oublier, en fait, tout simplement. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Oui, mais c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'effectivement, les enfants puissent agir par eux-mêmes. Hein. Et Maria Montessori, elle raconte des histoires comme ça, justement, où un jour, il y a quelqu'un qui est une personnalité qui est venue pour voir sa classe, à Rome. Et en fait, c'était un jour férié, la maîtresse n'était pas là. Et comme il y avait des enfants qui habitaient là dans le quartier, eh bien, les enfants lui disent, il n'y a pas de souci, on va t'ouvrir. Et donc, les enfants ont ouvert et puis ont travaillé dans la classe comme ça, juste pour montrer à cette personnalité-là qu'ils étaient capables de travailler de manière autonome, quoi. Ouais. Et Christian l'a vécu ça, parce que donc un jour, il était, avant d'aller à l'école, il ne se sentait pas bien du tout, donc il prend des médicaments et puis il s'est dit qu'il allait y aller parce que il a besoin d'aller avec les enfants, il adore son métier. Et donc il est allé en classe et en reprenant des médicaments, et puis il fait l'accueil des enfants, il présente quelques petites choses, et puis à un moment il se met sur son tabouret pour se reposer, et puis il s'endort. Et puis effectivement le temps passe, à un moment il se réveille, et il regarde l'heure, il a dormi près de 2 heures. Voilà. Il
était très mal en point. Et alors, il y a un petit enfant qui passe et il dit excusez-moi les enfants, je me suis endormi, je ne suis pas très bien. Et les enfants ils disent tu sais, justement on n'a pas fait de bruit pour pas te déranger. Oui, non, c'est... Mais justement, Maria Montessori dit que l'adulte est l'auxiliaire et l'enfant est le guide. Et il y a des études, toujours par rapport aux neurosciences, qui ont été faites, qui expliquent que l'enfant a naturellement le sens il est naturellement altruiste. Et il montre un exemple. Un adulte est en difficulté avec un crayon et le crayon est tombé et l'enfant va naturellement aller chercher le crayon et le retendre à l'adulte. Comme si, quelque part, en avançant dans le temps, notre altruisme disparaissait. Voilà. Mais tous ces phénomènes, finalement, c'est dès lors qu'on est sans a priori, parce que Maria Montessori, elle disait finalement, le premier combat que j'ai à mener, c'est contre les a priori des gens. Parce que, et c'est pour ça que même le titre du film, moi j'ai choisi un peu provocateur, quoi. Alors, parce que il faut arrêter, regardons ce que c'est faire l'enfant, c'est tout. Et effectivement, il est altruiste, il n'y a pas besoin d'avoir faire... Même là, il faut qu'il y ait le crédit quelque part des neurosciences pour montrer ça, mais effectivement, Maria Montessori a découvert plein de choses comme ça. Voilà. Et non, on se dit que l'enfant... Voilà, mais comment se gèrent les conflits alors? Parce qu'il doit bien y avoir des conflits, des chamailleries, des rivalités ou des choses comme ça, je ne sais pas. Je sais pas. S'il y a des conflits... En fait, dans la classe de Christian, j'ai quasiment jamais vu de conflits. Des tout petits conflits comme on peut voir dans le film, des choses vraiment minimes. C'est plutôt dans la cour qu'effectivement il y a des choses plus conflictuelles, mais dans la classe on n'est quasiment jamais vu. Mais en fait, Maria Montessori parlait pas trop de ça parce que finalement, dès lors qu'un enfant est concentré sur une tâche, oui. Je veux dire, voilà, nous en tant qu'adultes, quand on est concentré sur une tâche, est-ce qu'on va embêter l'autre? Non. C'est-à-dire, on travaille, on fait notre chose, on fait notre œuvre constructrice quelque part, et on n'a pas envie d'embêter les autres. Il n'y a pas de conflit en fait. Il n'y a pas de conflit dès lors que l'enfant, voilà, est dans la sérénité, il n'est pas jugé, il est il est tranquillement en train de faire ce qu'il a envie de faire, ce dont il a besoin. Voilà. Alors après les règles, et en fait, Maria Montessori disait que, et ça c'est quand même difficile même pour moi, mais dire que finalement il faut intervenir le moins possible. Les enfants se débrouillent eux-mêmes dans les conflits. Les enfants doivent gérer eux-mêmes leurs conflits. Et ça, c'est quand même difficile à entendre, hein, quand même. Hein. Mais parce que je crois qu'il y avait vraiment une grande confiance. Maria Montessori, elle se disait qu'il faut faire confiance à l'enfant. Et c'est vrai que finalement, on intervient, et puis en plus, c'est très discuté. Il y en a qui font des rituels. Voilà, dès que les enfants sont en conflit, il faut demander pardon, etc. Mais je veux dire, il faut qu'il y ait un médiateur. En fait, est-ce que dans la vie, c'est pas comme ça? Il n'y a pas de médiateur. Je veux dire, quelqu'un nous agresse dans la rue. Il est où le médiateur? C'est comme, en fait, ça me fait penser aussi aux enfants j'avais vu ça chez les tout petits bébés, parce qu'au départ, moi, j'avais envie de faire un film sur les bébés, en fait. Et je vois, il y a des parents qui aident les enfants à marcher, qui les prennent par la main, comme ça, ou avec les deux mains pour les apprendre à marcher. Et puis, en fait, il s'avère, justement, ça c'est Pichler qui a... petit rappel. Ouais, Pichler, en fait, c'est une pédiatre hongroise qui avait travaillé sur la motricité libre, sur pas mal, qui avait fondé un orphelinat en 1946, donc à Budapest, et qui a beaucoup observé, qui a fait un gros travail scientifique pour essayer d'aider ces enfants orphelins à ce qu'ils aient une vie normale et qu'ils puissent intégrer une famille d'accueil, en fait. Et elle a fait un grand travail scientifique et sur comment faire, voilà, pour que les enfants puissent vivre normalement. Motricité. Et la motricité. Et donc des enfants, alors donc elle parle de la motricité libre, et comme chez Pichler, on ne va jamais mettre un enfant dans une posture qu'il n'est pas capable d'assumer par lui-même. Voilà. Donc on ne va pas mettre l'enfant, on ne va pas le prendre par les mains pour qu'il apprenne à marcher. Ça n'a aucun sens chez Montessori et chez Pichler. Ouais. Donc l'enfant, il doit apprendre par lui-même. C'est comme ça qu'il développe sa confiance en lui. Et ce qu'ont observé des gens qui ont pris des enfants justement à qui on avait appris à marcher comme ça quelque part, apprendre à marcher avec les mains, c'est qu'ils tombaient beaucoup plus souvent que les autres. Parce qu'en fait, le réflexe, notamment quand un enfant tombe, c'est de donner la main à son père.
ou à sa mère. Ouais. De tendre la main vers le haut plutôt que la tendre vers le bas. Voilà. Donc ils se font même plus mal. Et donc je veux dire, je pense que c'est très naturel de vouloir comment dire, enfin, l'enfant a envie d'apprendre à marcher par lui-même, et je pense que voilà, il y a besoin de rien du tout. L'enfant, il va trouver dans son milieu des hommes marchand, donc il a envie de s'élever naturellement, parce que je pense que peut-être s'il n'y a peut-être pas d'homme qui était debout, il n'aurait peut-être pas envie de marcher, mais après il va trouver dans son environnement tout ce qu'il faut pour marcher. Donc ces déambulateurs, tous ces trucs qu'on propose aux enfants, ça n'a aucun intérêt. Au contraire, c'est même très grave, parce que il se construit sur ces... Je veux dire, dans la vie, on n'est jamais autant content que quand on a le sentiment d'exploiter ses propres forces. C'est-à-dire, quand on sait qu'on a une certaine autonomie à faire des choses, qu'on sait qu'on peut compter sur ses forces, eh bien, ça nous donne un sentiment de satisfaction en tant qu'adulte. Et je pense, en tant qu'enfant, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est affreux d'être toujours dans la dépendance. Et donc, je pense qu'on se construit comme ça. Il faut se construire avec cette idée qu'on peut compter sur ses propres ressources, quoi. Voilà. Merci. J'imagine que vous connaissez, vous avez recherché les autres éducations alternatives, je n'ai pas les termes, mais comme Rudolf Steiner ou quelque chose comme ça. Et fondamentalement, quelles sont les différences s'il y a les différences, quelles sont les différences de Montessori et les autres? Alors, moi, ce qui se passe, c'est que, en fait, j'ai découvert Maria Montessori, j'ai été subjugué, voilà, par sa personnalité aussi, donc très étrange, première femme médecin, elle a fait plein d'études, donc c'est quelqu'un, elle a été féministe au départ, elle a fait le tour du monde, elle a vécu en Inde pendant 6 ans, enfin, c'est une femme exceptionnelle, quoi, je veux dire, elle a été nominée 3 fois au prix Nobel de la paix, son parcours est tout à fait singulier, extraordinaire. Sa lutte, elle a quand même travaillé avec l'UNESCO pour faire reconnaître les droits de l'enfant. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup inspiré, et bien sûr son travail, sa pédagogie, etc. Et du coup, j'ai totalement délaissé les autres pédagogies, donc Steiner qui est quand même très connu. Parce qu'il faut quand même savoir que Montessori, il y a des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de classes dans le monde. Dire Steiner, tous les autres pédagogues n'ont jamais autant réussi. C'est ça qui est quand même incroyable. Elle a beaucoup publié. Steiner, il a très peu publié sur sa pédagogie. Ça a été repris. Je sais que ça a été repris, et puis après des gens ont commencé à publier, etc. Mais lui, il n'a pas beaucoup publié. Voilà, ça a très bien fonctionné. Voilà, elle est connue mondialement. Il y a des écoles dans tous les continents. Et je me suis intéressé à ça. Je ne me suis pas intéressé aux autres. Mais je sais par exemple que chez Steiner, il disait des trucs qui sont, à mon sens, je pense juste à une chose que j'ai pu lire comme ça, c'est que Steiner dit par exemple que les enfants de 5 ans, les murs de la classe doivent être bleus ou orange ou jaune ou je ne sais plus quelle couleur. Enfin, à 4 ans, c'est une autre couleur. Enfin, chez Steiner, il y avait quand même des choses assez... c'était un environnement total, quoi, qui était... je trouve qu'il y a des choses qui sont contestables ou qui sont presque de l'ordre d'une religion, quoi. Oui, bien sûr. Alors moi, je connais très mal. Par contre, j'ai vu des classes Steiner, des écoles, j'ai observé, c'est magnifique. Les enfants sont très gentils. Donc, c'est très bien. Après... Par contre, au niveau pédagogique, je sais qu'un enfant, donc, on le nourrit de contes. À Montessori, il n'y a pas de contes avant 5-6 ans, normalement, parce que l'enfant, d'abord, on le construit dans la réalité. Donc, chez Steiner, c'est tout à fait différent. Il y a du jeu symbolique, alors qu'il n'y en a pas chez Montessori. Et chez Steiner, l'enfant, il commence à lire, comme dans le système traditionnel, c'est à partir de 7 ans. Alors que chez Montessori, si l'enfant a envie de lire à 3 ans, il peut lire à 3 ans. Si c'est à 7 ans, il lira à 7 ans. Mais je veux dire, il a la possibilité. Là, il ne l'a pas. Et donc, il y a des postures, notamment, effectivement, avec ces couleurs de mur, que moi, je trouve extrêmement singulières. Bon, après, est-ce qu'il y a des pédagogies parfaites? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Parce que le problème de Montessori, c'est aussi qu'il faut arriver à bien l'appliquer. C'est-à-dire ne pas se tromper dans les besoins de l'enfant. Et on est toujours en train de se tromper, toujours en train d'hésiter, de faire des erreurs. Mais bon, voilà,
tout cas, on peut essayer d'être le plus proche de cet esprit de Montessori, de répondre aux besoins de l'enfant. Et voilà, de trouver, c'est difficile, quoi. C'est difficile. Il y a les pédagogies Freinet aussi qui sont, oui, qui sont, ouais, qui c'est sont, fabuleux. qui sont intéressantes. C'est Ouais. encore un autre. Voilà, et que je connais très mal, et j'ai vu aussi des gens qui travaillent en Freinet, c'est formidable. Alors Freinet, c'est quand même beaucoup, c'est le 6-12. Il y a un peu de Freinet en 3-6, hein, mais c'était surtout en 6-12, hein, et c'est vraiment très intéressant. Et comme Steiner, finalement, il y a ces trucs-là, mais moi, ce que j'ai vu des écoles Steiner, c'était vraiment, c'est un havre de paix, quoi. J'ai trouvé ça très très bien, quoi. Donc, et les critiques, donc, on en parlait juste avant, mais qui disent que voilà, ce type de pédagogie s'adresse à des classes sociales plutôt aisées, et alors qu'elle serait très utile à des classes sociales un peu plus défavorisées. Malheureusement, c'est pas à celle-ci qu'elle s'adresse. Voilà. Elle s'y adresse peut-être, mais c'est pas celle-ci qu'elle touche, quoi. Oui, alors ça, c'est la spécificité française, effectivement, parce qu'en Hollande, par exemple, c'est dans le public. C'est quand on veut devenir prof des écoles en Hollande, on choisit Montessori ou le système classique. Et les parents mettent leurs enfants en Montessori et en classique. C'est vraiment une spécificité française. Je veux dire, alors je ne sais pas quand est-ce que ça s'est installé en France, mais je sais pas, peut-être à la fin des années 50, il y avait une formation Montessori dans le public en France. Voilà, pour les jardins d'enfants. En fait, les éducateurs jeunes enfants pouvaient se former, je crois qu'il y avait 3 centres en France, à la pédagogie Montessori et créer des jardins d'enfants Montessori. Voilà. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et peut-être que demain, notre ministre va dire, écoutez, pourquoi pas, parce que je sais qu'il y a eu des discussions quand même, voilà, avec le ministre, l'association Montessori France a discuté avec le ministre, et pourquoi pas effectivement ne pas autoriser cette pédagogie dans le public, parce que il y a près de 1000 profs qui font de la pédagogie Montessori dans le public aujourd'hui, et qui font ça, ils se forment par eux-mêmes, ils achètent du matériel par eux-mêmes. C'est une lutte pour que effectivement le directeur, la directrice accepte que ce soit des tranches d'âge mélangées, en fait, voilà, qui est une espèce de classe avec les 3 tranches d'âge. C'est comme un combat, quoi. C'est très compliqué. Et pourquoi le pays où la liberté pédagogique, je veux dire, voilà, pourquoi ne pas l'autoriser? Pourquoi ne pas laisser les profs qui veulent faire du Montessori, pourquoi ne pas les autoriser à faire ça? Donc voilà, c'est ça qui est désolant, c'est que aux États-Unis, il y a plein d'écoles aussi qui sont dans Montessori dans le public. Je veux dire, voilà. En Chine, énormément. Oui. Donc en Thaïlande, ils font ça aussi. Je veux dire, voilà. Le film, je pense que quand même, il montre que ça marche. Mais qu'on autorise, les gens qui veulent faire ça, d'autres qui veulent faire Steiner ou je ne sais quoi, ils peuvent le faire. Moi, je trouve ça dommage que ce soit évidemment réservé effectivement qu'à des personnes qui ont des moyens financiers. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est intéressant de voir, parce que moi j'ai rencontré plein de directeurs d'école, en fait, qui, dans des petits villages ou des petites villes de province, qui veulent faire de Montessori, il n'y a pas d'école. Et eux, ils veulent faire ça. Eh bien, ils montent une école. Et avec des résultats plus ou moins bons, c'est compliqué. Enfin voilà, c'est très compliqué. Ils créent une école, donc faut trouver des lieux, il y a des normes de sécurité, il faut trouver du personnel. Enfin, c'est quand même c'est très compliqué, mais parce qu'ils veulent faire ça. Et heureusement qu'il y a des gens qui ont fait ça, parce que ça a permis quand même que cette pédagogie survive. Voilà. Parce qu'il y a 30 ans, il y avait 20 classes, 20 écoles peut-être, une vingtaine d'écoles en France. Bonjour. Il y en a des centaines. Et je crois savoir qu'il y a des écoles qui vont se monter avec un contrat avec l'État, où les parents paieront selon les revenus. Oui, alors École Montessori. Oui. Alors il y a des projets, donc il y a encore quelques jardins d'enfants Montessori en France, notamment il y en a à Montreuil, la Turbule. Donc là, c'est vraiment avec la CAF, donc c'est en fonction des revenus. Il y a aussi un projet, il y a des projets effectivement vraiment purement privés, mais avec c'est pas le contrat avec l'État, mais par contre qui font qui font ça en fonction des revenus, quoi. Qui donnent les frais de scolarité en fonction des revenus. Et puis il y a il y a aussi, comme l'école de Roubaix là, c'est une école sous contrat avec l'État. Voilà, c'est ça. Et donc, et là, effectivement, la classe, cette classe-là, c'est les frais de scolarité sont peut-être de 400 € par an à je
je sais plus très bien, je crois que c'est 35 à 100, peut-être 135 € par mois, je crois. Ah oui, voilà. C'est carrément pas cher. Enfin, par rapport ouais. à... Voilà, ces écoles. Et moi, je connais une école en Bretagne. Effectivement, je crois que c'est 400 € par an. Ouais. Aussi, bon, voilà. Donc ça, c'est des écoles. Et même à Paris, hein, il y a des écoles comme ça. Il y a une école à Saint-Marcel, dans le 13e, là, qui est une école aussi privée sous contrat. Et c'est, alors c'est un peu plus cher, mais je crois que c'est 100 € par mois, quoi. Oui, ça, voilà, il y en a qui sont très chers. Après, ce qui se passe, c'est que bon, voilà, il y a un contexte, hein, mais en province, on trouve des écoles des fois beaucoup moins chères. Souvent, c'est aussi parce que le directeur se paye pas. Enfin, voilà. Dernière question. En France, dès qu'on commence à parler de l'autonomie des personnes, enfin de l'enfant, il y a l'argument qui vient tout de suite que on voit ce que ça donne quand on laisse l'autonomie aux jeunes, ils font n'importe quoi. Ça revient systématiquement en fait. Chaque discussion qui approche un tout petit peu ce sujet, elle devient tout de suite très pénible parce que la moindre personne va dire non, regardez, on essaye ça depuis quelques années, là même l'école publique est devenue comme ça, elle a changé, il n'y a plus d'autonomie, comment ça s'appelle, plus de règles, plus de respect, c'est ça. On a vu ce que ça donne. Et à chaque fois, je me dis, mais la personne fait exprès ou pas? Est-ce qu'elle ne voit pas que les enfants sont complètement laissés à l'abandon? En tout cas affectif, ils sont dans la solitude en fait. Il y a une différence entre faire de l'autonomie, laisser l'enfant dans l'autonomie, et l'abandonner à son propre sort, débrouille-toi. Il y a de l'abus en fait actuellement qui est fait. Il y a de la propagande. C'est une grande confusion. Oui. Mais là, justement, moi, c'est ce qui m'intéressait dans le film, en fait. C'était pas de parler de ces problèmes de privé, public, etc. Parce que c'est la spécificité française. Et puis d'ailleurs, il suffit de se balader dans les quartiers parisiens du 7e. Voilà, l'école est publique, mais par contre, qui va dans ces écoles-là? Tout ça, c'est un sujet qui m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'est la pédagogie Montessori. Et je crois que ce film-là, il montre quand même que ça fonctionne, quoi. Je veux dire que les enfants qui sont dans l'autonomie, justement, comme vous dites, eh bien, ils se développent normalement parce qu'il y a un cadre de fonctionnement, il y a des règles, et les enfants les comprennent spontanément. On leur dit pas en début d'année, c'est comme ça. Quand un enfant travaille, par exemple, voilà, l'idée, on va pas lui prendre son travail. Un autre enfant, on peut pas lui prendre des bains, son travail. Mais ça, Christian, il l'explique pas en fait. Hein. Les enfants le comprennent spontanément et c'est presque naturel en fait. Voilà que des règles s'imposent. Quand il y a un respect de l'activité, il y a un respect de l'enfant, eh bien, l'enfant il imprègne et Montessori parlait de ces règles que l'enfant peut intégrer par lui-même, de ce grand respect de cette discipline en fait, cette autodiscipline que l'enfant peut produire par lui-même. Voilà. Et je pense que le film montre très bien que tout ça, ça n'a pas de sens. Sauf si... Enfin, voilà, les enfants, là, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils ne sont pas abandonnés. Voilà. Cette petite fille qui est... dans le film, il y a une petite fille qui reste sur une chaise, voilà, au bord, près de la porte d'entrée, qui est pas à l'aise. Voilà, Christian, il allait la voir. Voilà, il a fallu quelque temps pour elle s'intègre. Mais elle n'a jamais été abandonnée. Voilà, jamais. Au contraire, on l'a respectée, elle avait du mal à s'intégrer, mais et son autonomie à elle, c'était effectivement de rester un petit peu indépendante au départ, et puis après, voilà, elle a intégré complètement le fonctionnement de la classe. Mais c'est vrai que souvent on confond voilà, l'autonomie et l'abandon, quoi. Parce que l'enfant qui pratique quelque chose, il sait qu'il a gardé. Il sait que ce qu'il fait, il s'apprend de son Ouais. C'est pas du tout la situation où il reste dans ton coin, il ne dérange pas, ou fait ce que tu veux. C'est ça qui provoque effectivement des troubles après. Si l'enfant se sait vraiment se sentir abandonné, bah oui, bien sûr, oui. s'il sait qu'il a regardé, il aura envie de... Il veut être reconnu un petit peu. Ouais. Ben là, alors chez Picler, là aussi, elle parle beaucoup du regard, et chez Montessori aussi, bien sûr, le regard, comme quoi il participe vraiment à la construction psychique de l'enfant. C'est très important, quoi. Je sais que tu as encore un débat ce soir. On va s'arrêter là, comme ça vous pouvez continuer la discussion de manière un peu plus informelle avec toi. Merci. Et le DVD qui est en vente ici. Merci beaucoup Alexandre d'être venu. Merci beaucoup.